De nouvelles preuves d'un massacre en Iran émergent alors que le régime islamique coupe l'accès à Internet pour dissimuler sa répression. Les rues sont en feu, le blackout se resserre et la question qui se pose maintenant au monde est la suivante. Les États-Unis vont-ils s'impliquer? Tout cela et bien plus encore dans The Quad. Bienvenue à tous dans The Quad, ici dans nos studios de Jérusalem, avec notre merveilleuse co-animatrice Shoshana Kitz-Jaskil, fondatrice de Chashmat Nashim, qui élève la voix des femmes orthodoxes. Bellamy Bellucci, une militante formidable qui est aussi mannequin et danseuse, et une co-animatrice très spéciale. Aujourd'hui, Lahav Harkov, une journaliste par excellence, et aujourd'hui correspondante politique principale pour Jewish Insider. Bienvenue, Lahav Harkov. Merci de m'accueillir sur le plateau. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous parce qu'il semble que, on dit ça presque chaque semaine, et on en parle sans arrêt depuis 2 ans. Mais s'il y a bien un moment où c'est plus flagrant, ce journalisme qui est devenu un agenda politique, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est maintenant. Oui. Nous avons la couverture que nous avons eue de Gaza ces 2 dernières années. Maintenant, il y a des massacres en cours. Et les médias traditionnels disent, nous n'avons pas de journalistes sur le terrain, donc nous devons vérifier les faits sur ce qui se passe. Et comment? Vous, en tant que journaliste chevronné, comment réagissez-vous à cela? C'est absurde, non? Car tout ce qu'ils disent sur l'Iran, c'était pareil pour Gaza, où il n'y avait pas vraiment de journalistes fiables sur place, n'est-ce pas? Tu ne peux pas faire confiance au gouvernement, au gouvernement, peu importe. Tu ne peux pas faire confiance au Hamas à Gaza et tu ne peux pas faire confiance au gouvernement à Téhéran. Mais d'une façon ou d'une autre, à Gaza, ils rapportent tout comme si c'était des faits. Et tu vois tous ces titres où ils mettent « massacre » entre guillemets, mais ensuite ils écrivent, tu sais comment c'était? Des milliers de bébés, mais l'affirmation que 14 000 bébés allaient mourir de faim à Gaza sans réserve a vite été démentie. Je veux dire, c'est ridicule. C'est ridicule. Et je suppose que ce qu'il y a de commun, c'est que les médias traditionnels aujourd'hui diffusent en fait les arguments du régime islamique, comme ils l'ont fait, le ministère de la Santé à Gaza. C'est presque la même chose. Et nous avons, comme nous parlions de cette coupure et de la coupure qu'ils ont, ce qui n'est jamais arrivé à Gaza. Ils ont toujours eu Internet et c'est essentiellement pour cacher un massacre très réel et très effrayant. Regarde ça. On fait quoi? Il y a autre chose. Il y a autre chose. Merci beaucoup. Musique. Musique. Cette femme me touche à chaque fois. Elle est sortie et elle a dit « Je ne me soucie pas de mourir. Je suis morte depuis 47 ans, Shoshana. Tu es une militante pour les femmes. » Es-tu surprise par le silence de la communauté féministe qui ne nous laisse pas tomber? Alors, je n'ai pas de mots pour décrire ma déception, ma douleur, ma profonde douleur face au fait que les féministes occidentales sont complètement silencieuses. Ces femmes risquent leur vie simplement en sortant dans la rue pour enlever. Le hijab, c'est s'exposer à la mort, vous savez, danser, simplement danser dans les rues, c'est potentiellement une condamnation à mort. Et vous avez des Occidentaux comme des idiots, tout simplement. Je veux dire, je regardais cette femme, elle porte un hijab et elle dit « Ce n'est pas parce que je suis une musulmane voilée que je soutiens le régime iranien, mais je ne soutiens pas non plus ceux qui veulent le renverser parce qu'ils sont alignés avec Israël et l'Occident. » Alors, qu'est-ce que tu défends en fait? Qu'est-ce que tu défends? Rien. Ils ne défendent rien. Ils ne défendent pas la liberté. Ils ne défendent pas les femmes. Ils ne défendent rien ici. Ces personnes se battent réellement pour leur liberté et personne ne les soutient. Comme tu l'as dit, il y a une coupure médiatique. Il y a des gens qui agissent comme si c'était juste un mardi de plus.
Et c'est probablement le plus grand combat pour la liberté que nous verrons de notre vivant. Et ça n'apparaît même pas en deuxième page. C'est aussi important que la chute du mur de Berlin que j'ai vue enfant à la fin des années 80, en 1989-16, Nakar Mahamar, mais c'était énorme et partout. Et maintenant, on a ça, en gros, cet ouragan dans la géopolitique qui se passe de façon insensée. Belami, je veux te demander, parce que tu en parles beaucoup, tu sais. Hier soir, c'était la cérémonie des Golden Globes. Oui. Et tu sais, quand tu penses aux Golden Globes de l'année dernière, avec tout le monde qui portait leur petit badge rouge, en gros, tu sais, un symbole du sang juif versé et tué par des terroristes, mais maintenant, c'est devenu quelque chose d'iconique. Personne hier soir n'a rien dit sur les femmes, les hommes ou les enfants tués en Iran. À quel point cette hypocrisie peut-elle être encore plus flagrante? Mais c'était tellement spécial de voir Anna Einbarner comme une horloge qui était la seule à porter une épingle rouge. Donc, une juive l'a encore fait. Numéro 1. Ensuite, leur animatrice, Mickey Glaser, ou peu importe, a fait un commentaire sur Columbia Broadcasting System. Donc, maintenant, CBS a été, vous savez, qualifié de fausses informations. Pourquoi? Parce qu'ils disent la vérité. Malheureusement, désolé pour Hollywood que ce ne soit pas produit, monté, scénarisé, coupé et collé pour vous mettre à l'aise. L'Occident est devenu tellement à l'aise avec ses propres mensonges, à tel point qu'ils ne savent même plus comment digérer de vraies informations et ils ne veulent pas être tenus responsables. Même avec ce blackout médiatique, que s'est-il passé en 2019 avec l'International Bank Account Number sanglant? Les gens l'ignorent-ils? Plus de 1500 personnes ont été massacrées en 2022, 2023 lors d'un autre blackout. Cela s'est donc produit plusieurs fois. Et je me souviens toujours, quand j'étais enfant, en grandissant et en suivant des cours d'histoire et tout le reste, tu as aussi mentionné celui de Berlin. L'histoire est quelque chose qui est tellement dilué qu'elle n'existe même plus vraiment. Si tu dois regarder des chiffres, des noms et ce qui s'est passé avant et des gens qui ont vécu certaines choses, tu détournes quand même le regard en demandant « Quel était le contexte? Que veux-tu dire ?» Sous l'apartheid, beaucoup ignoraient que les Noirs étaient regroupés dans des camps précaires, bien que je n'aime pas les qualifier de camps de concentration. En larguant une bombe nucléaire, on pouvait détruire une race entière. Les médias occidentaux ignoraient tout jusqu'à ce que certains signalent un problème. Si cela arrivait aujourd'hui, avec tous ces anciens combattants de la liberté, elles aimaient entendre leur voix à Hollywood, sur le tapis rouge, quand on leur demandait « Qu'est-ce que tu portes ?» et qu'elles répondaient « Je porte du Untel, mais je veux vraiment que tu saches que tes yeux devraient être ici. J'ai une plateforme, j'ai une voix, laisse-moi l'utiliser pour la vérité et pour vraiment appeler à l'action et à la liberté. » Mais pas de chiffres inventés au fur et à mesure. Nous avons vu ce qui s'est passé le 7 octobre quand Gaza annonçait ses chiffres élevés, les gens y croyaient. Que se passe-t-il maintenant? En coupant l'information, on peut inventer n'importe quel chiffre, mais voyez le temps qu'il a fallu aux médias pour réagir. Oh, ils disent ça. C'est censé être ce nombre de personnes, donc c'est passé de 40 et quelques à 50 et quelques autres. J'en arrive même à un point où je crois davantage les personnes qui disent que ça dépasse les 4000. Oui, je suis d'accord, ce n'est pas possible. Tu sais, dans le passé, tu as parlé de l'apartheid en Afrique du Sud. Je pensais aussi au mouvement pour les droits de l'homme des Juifs en Union soviétique, mais aussi en général en Union soviétique. Aux États-Unis, des mouvements soutiennent les droits des Noirs sud-africains et les premiers mouvements pour les Juifs soviétiques. Tout a commencé avec des étudiants, mais c'était des groupes d'étudiants. Et quand on regarde les étudiants d'aujourd'hui, ils sont complètement corrompus moralement. Il devrait y avoir autant, voire plus, de campements pour le peuple iranien sur les campus de Kaz qu'il y en a eu pour les Gazaouis. Or, il n'y en a aucun. Eh bien, ça montre simplement qu'ils sont tous devenus des zombies endoctrinés sur le fait que le véritable ennemi, c'est l'impérialisme occidental, bien sûr, représenté et exprimé par le sionisme, et donc tout, même violer des femmes, tuer des femmes, ça n'a plus d'importance. Tout est permis. Là, c'est les États-Unis. Tu écris pour une publication américaine. Quel est ton ressenti sur le moment et la possibilité? Mais on espère que ce sera quand les États-Unis vont s'impliquer dans cette affaire. D'après ce que j'ai compris, il y a un jour ou deux, le président Trump a eu ce qu'on appelle une réunion d'options où l'armée lui a présenté différentes possibilités sur ce que les États-Unis pourraient faire. Tu sais, le Venezuela était déjà assez compliqué. L'Iran, c'est encore plus compliqué. C'est à l'autre bout du monde et c'est encore plus
C'est étrange à dire avec toutes ces manifestations, mais c'est quand même plus stable que le Venezuela. Les gens ont une meilleure qualité de vie, donc c'est une tâche beaucoup plus difficile et je pense que c'est encore très incertain. Je ne pense pas que cette décision ait été prise. Même si le président Trump continue de dire publiquement qu'il va le faire, Il le répète et Marco Rubio suggère aussi un événement imminent. Nous sommes ici pour le peuple iranien. Nous subissons beaucoup de pression de la part de Reza Pahlavi qui, je pense, fait un travail correct en Amérique pour faire pression sur le gouvernement. oui, je pense qu'il depuis des années maintenant, c'est quelqu'un qui agit avec beaucoup de sagesse. Vous savez, il a vécu en Amérique la majeure partie de sa vie à ce stade et il parle de démocratie. Il dit être prêt à jouer un rôle de transition, mais insiste pour que l'Iran soit une démocratie où le dirigeant est élu. Il ne concentre pas tout sur lui, ce qui est important. La diaspora iranienne a des avis partagés sur lui, ce qui, selon moi, pose problème. C'est naturel. Nous, Juifs, savons que nous avons des avis divergents. Nous ne sommes pas unis sur ce qu'il faut faire. C'est pareil pour les Iraniens, ce qui complique aussi les choses. Lancer le mouvement. Il n'y a pas d'opposition unifiée. Eh bien, nous avons vu cela hier soir lorsqu'un camion de déménagement a littéralement foncé sur une manifestation iranienne à Los Angeles. L'homme dans le camion de déménagement était iranien, membre du Parti communiste d'Iran, qui a aidé les ayatollahs à accéder au pouvoir avant de s'en séparer. Cela se déroule dans les rues de Los Angeles. C'est intéressant, j'ai lu cela brièvement ce matin. C'est drôle, vous êtes journaliste. J'ai écrit des articles, mais je ne le suis pas. Qu'est-ce qui est raconté, n'est-ce pas? Donc, j'ai lu très rapidement ce matin que les États-Unis et la Jordanie, je crois, ont frappé Daesh en Syrie En Syrie, pendant la nuit. Et je ne sais pas, je ne suis pas analyste politique, mais je me dis, vous savez, la Syrie est ici, l'Iran est ici, Israël est ici. je veux aussi réfléchir. Je me demande, est-ce que c'est ça? La Jordanie était-elle impliquée? Est-ce un signal? Je ne pense pas que ce soit séparé ni lié, mais je n'en suis pas sûre. Je sais seulement que les avions sont là. Je pense qu'avec la situation actuelle, avec Achara en Syrie et les États-Unis, et son envie de continuer à se faire bien voir par les États-Unis, je ne pense pas qu'il s'y opposerait. Mais je ne pense pas qu'il s'y opposerait. Je n'arrive pas à imaginer qu'il puisse s'y opposer, mais je pense que c'est plus que ça. Il joue le jeu. Oui, il a perdu le. J'ai soutenu Assad. Il doit coopérer, ils ont soutenu Assad. Et pas seulement ça, Trump a levé les sanctions contre la Syrie, ce qui lui a donné un énorme avantage et un répit. J'ai des inquiétudes car je pense que les États-Unis, bien qu'étant une superpuissance, ont perdu une partie de leur influence, même s'ils en gardent toujours. Mais je pense que les sanctions étaient un levier important et ils y ont renoncé sans obtenir assez en retour. Eh bien, on ne sait pas, n'est-ce pas? C'est vrai. Et encore une fois, on ne sait pas. Quand Donald Trump est allé au Qatar et en Arabie saoudite, il n'est pas venu en Israël. Tout le monde disait, regardez, il a eu un avion et tout ça. Et en fait, je pense que Donald Trump est bien plus intelligent que ce que les gens lui accordent. Parce qu'ensuite, il a réussi à faire libérer les otages vivants, ce qu'on n'aurait jamais cru possible. Et j'ai l'impression que dans le monde arabe, Donald Trump les comprend vraiment. Il faut leur donner beaucoup de respect, leur accorder beaucoup d'attention, leur offrir beaucoup d'opportunités commerciales, et ensuite, ils coopéreront. Et peut-être qu'ils abandonnent leur levier ou peut-être pas. Mais bon sang, ça a l'air de marcher pour Donald Trump en ce moment, non? Je pense que ça fonctionne. Tu fais des allers-retours. Je fais de même avec lui selon ma destination. C'est à lui de miser, puis il se retire. Mais je pense que sa stratégie pour gérer cela et s'assurer qu'il reste une superpuissance, c'est d'envoyer la plus grande menace vers la Chine et la Russie. Comme pour dire, voilà comment je vais vous montrer que vous n'avez aucun pouvoir de notre côté. Et ce qui va se passer maintenant et alors que nous avançons. Je veux dire, quelle époque pour être en vie, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Voir cela se produire en temps réel est quelque chose de tellement au-delà de l'historique. Je veux signaler cela avec le camion U-Haul. C'était dit de façon décontractée. Pas de chat, pas de régime. États-Unis d'Amérique, ne répétez pas 1953 pas de Mollah. La réaction des Persans et des Iraniens, qu'ils aient grandi à Los Angeles, aux États-Unis ou que ce soit leurs parents,
Et ayant vécu avec cette histoire de nostalgie, ce désir de rentrer chez soi, ce désir de retourner dans un endroit qui était autrefois le Paris du Moyen-Orient, vous savez vraiment où la liberté était quelque chose de différent, qui est maintenant un souvenir étranger. Les gens veulent cela, les gens en ont besoin et la stratégie en ce moment, c'est que les États-Unis doivent vraiment être impliqués. Les États-Unis sont ceux qui doivent intervenir, ce ne peut pas être Israël. Ce que je n'aime pas dans les médias, c'est la façon dont ils vont présenter cela. On voit déjà comment les gens réagissent, car ils ont été dressés comme de bons petits chiens. En ce moment, en Occident, ils vont dire « Eh bien, Israël et les États-Unis s'ingèrent dans une affaire étrangère » et blablabla. Pourquoi font-ils cela? Pourquoi vont-ils là-bas? C'est de leur faute si cela arrive. Tout était prémédité, sans même écouter les personnes qui sont réellement sur le terrain. Mais ce sont les arguments du régime. Oh, ce sont les arguments du régime. C'est les États-Unis, c'est Israël. Israël devrait-il s'impliquer d'une manière ou d'une autre? Est-ce que nous nous impliquons? Tu penses qu'on est là-bas, sur le terrain, en train d'aider, Israël essaie de dire qu'ils ne sont pas impliqués. n'est-ce pas? Nous savons que le Mossad a des agents partout en Iran. Nous pensons, Comme tous les sceptiques, nous l'avons prouvé en juin. Cela ne signifie pas qu'ils sont responsables de la protestation. Mais je suis sûre qu'il y a au moins des personnes qui observent et qui font des rapports à Israël au cas où Israël voudrait agir. J'ai une question rapidement. Pensez-vous que les Occidentaux veulent vraiment voir la chute de ces régimes? tout dépend de ce que vous appelez occidentaux. Devrait-on parler des puissances occidentales? Ce serait stupide de ne pas le vouloir, non? Parce que la plus grande menace pour la stabilité mondiale aujourd'hui, c'est le terrorisme exporté, le terrorisme islamique exporté par la République islamique d'Iran. Encore plus. S'ils tombent, s'il plaît à Dieu, quand ils tomberont, tout changera. Le Qatar devra réévaluer son soutien au terrorisme. C'est un coup dur pour le projet d'islamisation de l'Occident, un coup énorme. Je pense que lorsque vous regardez la façon dont les dirigeants libéraux, mais pas d'extrême gauche en Europe réagissent, vous avez une idée, c'est que une fois qu'ils sont à la tête de ces pays, ils sont assez intelligents pour comprendre que l'Iran représente en réalité une menace pour eux, mais il n'est pas politiquement viable pour eux d'en parler toute la journée. Donc, ils le font d'une manière subtile, nuancée. Si vous regardez quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui est en fait un faucon vis-à-vis de l'Iran selon les critères européens, mais il ne dira pas « faites tomber l'ayatollah maintenant », car ce serait politiquement problématique en France. Il faudrait du courage. Qui en a parmi les dirigeants européens? Ursula, comment elle s'appelle? Le genre de ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne a écrit un tweet hier en disant « Nous surveillons la situation. Ursula, Merci. bien joué. Vous surveillez. Qu'est-ce que vous surveillez? C'est tout simplement ridicule et pourtant tout le monde semblait surveiller et s'impliquer. » Silence. L'Organisation des Nations Unies. Oh, tu en as entendu parler hier? Ils ont dit quelque chose après 10 jours? Oh, 12 jours? C'est calme, malgré tout ce que nous traversons. D'abord. Et il a dit Nous sommes inquiets. Où es-tu? Que fais-tu? Nous sommes le secrétariat général. Il y a des réunions urgentes de comité, comme souvent, concernant Israël. pas une seule résolution? C'est une blague. Il n'y a pas une seule résolution. Eh bien, Ça, probablement parce que les États-Unis ne font pas les choses correctement. Les États-Unis se retirent de toutes ces organisations, de l'Organisation des Nations Unies. Ils ne se soucient probablement pas de ce que pensent les autres. ils sont au Conseil de sécurité? N'est-ce pas? Mais personne d'autre ne le fera au Conseil de sécurité. Personne d'autre que les États-Unis. Le Royaume-Uni devrait aussi le faire, mais il manque de courage. Aucun cran, vraiment. Aucune surestimation, vraiment. Le sénateur Kennedy a bien résumé le débat sur le définancement de la police en disant « La prochaine fois qu'il y a un problème, appelez un drogué ». Donc, on va arriver à ce point où tout le monde dira « Pas nous, pas nous, pas nous ». Et puis, les États-Unis feront ce qu'ils doivent faire pour reprendre leur pouvoir et vraiment se remettre sur pied, parce qu'ils ont enfin un vrai leader après tout ce temps. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, cet homme fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Peu importe ce que vous pensez de lui, il est assez fou pour le faire. D'accord. Je pense qu'à ce stade, il doit le faire. Il doit le faire. Il doit le faire. À la fin de la journée, comme on l'a vu avec le Venezuela, qui est très différent et dont l'histoire n'est pas terminée, j'ai un ami qui est en quelque sorte un leader en exil, pas aussi connu que Maria Machada, mais il m'a dit « Écoute, le chavisme est partout. Tu ne peux pas simplement l'éliminer, même si la vice-présidente veut coopérer, ça reste. Ce n'est donc pas évident. Je pense qu'une fois les mollahs renversés, le peuple gouvernera au Venezuela
Ce n'est pas si évident, les gens ne se manifestent toujours pas vraiment. Il manque aussi d'un tiers. De ceux qui ont pu partir sont partis. Au Venezuela, un tiers de la population est partie. Donc, qui reste, qui sont les plus faibles, ce sont eux qui restent. Eh bien, on pourrait dire que la diaspora iranienne est immense, mais tu as tout à fait raison, elle n'est tout simplement pas unie, peut-être moins organisée, même s'ils disent que Reza Pahlavi, depuis 2 ans, l'est. Ils ont donné une incitation aux gens du régime pour qu'ils quittent leur régime. Des personnes qui n'ont pas de sang sur les mains, qui n'ont pas de sang iranien sur les mains, pour qu'elles partent. Et en quelque sorte rejoindre sa petite armée. Intéressant. Je pense qu'on doit voir ce qui va se passer. Je veux dire, je pense juste que c'est une figure fascinante, non? Je pense aussi que beaucoup ont de forts sentiments sur son père, sur le Shah. Bien sûr. Donc, vous savez, je pense qu'en Iran, je suis d'accord que, genre, une fois que les mollahs tomberont, je pense que, vous savez, la structure est tellement centralisée et construite autour d'eux que, oui, le régime tombera. Mais je pense aussi qu'il fonctionne de manière beaucoup plus intelligente que le chavisme, n'est-ce pas? Leur industrie pétrolière reste très performante malgré les sanctions qui l'ont quelque peu touchée, mais globalement, ils s'en sortent très bien dans ce secteur. Ils ont de gros problèmes avec l'eau, c'est leur principal souci en ce moment, et ils rencontrent aussi des difficultés économiques. Mais ce n'est pas comme au Venezuela, où par exemple, on ne peut même pas trouver de papier toilette. Non, oui. Donc, je pense que les gens ont une base plus solide à partir de laquelle ils peuvent se lever et se gouverner eux-mêmes. Eh bien aussi, je pense qu'ils ont, oui, je suppose. Eh bien, je suppose, on pourrait dire. Le Venezuela a aussi une histoire de démocratie jusqu'à l'arrivée du chavisme. N'est-ce pas? Mais comme tant de gens sont partis, et aussi parce qu'ils sont dans une crise beaucoup plus profonde et depuis plus longtemps que l'Iran, je pense que ça va probablement être plus difficile. Mais c'est intéressant parce que tous ces éléments s'emboîtent un peu. Le Venezuela est un grand allié de l'Iran. L'Iran, la République islamique, a pu faire beaucoup de choses grâce au Venezuela et inversement. Il faut revenir en arrière et évoquer le 7 octobre, vous voyez. Au lieu de marquer le début de la fin d'Israël, il semble que cela ait marqué le début de la fin de l'islam politique, ce qui est incroyable. Ainsi, si Dieu le veut, l'histoire se termine. C'est exact. Une grande opération pour le Groenland. Oh, en quelque sorte. Qui l'aurait vu venir? C'est un vrai bazar, mais je pense qu'on ne doit pas oublier l'autre enjeu, les frères musulmans. Faire tomber l'Iran ne fait pas tomber les frères musulmans. Ce sont les frères musulmans, ils sont sunnites. Eux, je veux dire, le gouvernement du Qatar est très lié aux frères musulmans. C'est pareil pour la Turquie qui voit l'Iran comme un rival. Et la Turquie contrôle désormais la Syrie. Exactement. L'islam politique n'est pas encore terminé, mais le modèle iranien était le plus violent et radical. Je dirais que je suis d'accord. Ceux qui subventionnent fortement des groupes sunnites liés aux frères musulmans nous ont nui et ont compromis la paix et la stabilité mondiale. Et sur ce, nous passons à notre rubrique très populaire. Il y en a beaucoup à choisir. Chaque semaine, ordure de la semaine. D'accord, mesdames, je vous retiens. Il y a tellement de choses à dire. Vous savez, il y avait tellement d'ordures dont il fallait parler. Lors de notre émission de fin d'année sur les ordures, nous avons dû les classer par catégorie parce qu'il y en avait tout simplement trop. Bellamy, qui est ton ordure cette semaine? Mon ordure de la semaine, c'est Lauren Booth, qui est la belle-sœur de Tony Blair. Avant que je parle, regardez ceci. Après le 7 octobre, ce 7 octobre, une journée légendaire dans l'histoire de l'Oumma. Oui, on peut le dire. Les gens se tournent maintenant vers le Coran grâce à la fermeté et à la patience du peuple de Gaza, précisément pour découvrir la beauté du Coran. Combien de millions accepteront l'islam grâce à cela? Seul Allah le sait. Nous sommes à un tournant de l'histoire. Ne sois pas découragée, sois persévérante, sois forte, continue la lutte comme tu peux. La fin. Ça a l'air assez blanc. Oh là là, eh bien, elle l'est. C'est la sœur de Sherry Booth, l'épouse de Tony Blair. Oh mon Dieu. Tony Blair, bien sûr, est l'ancien premier ministre du Royaume-Uni qui est ensuite devenu le chef du quartet. Qui est le... C'était le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Union européenne et un autre pays? La France. La France, et ils essayaient en quelque sorte de relancer le processus de paix. Et il était en fait pressenti il y a quelques mois pour devenir le gouverneur de Gaza. Alors pourquoi elle? Votre salaud? Super.
C'est la mise en scène pour moi. La mise en scène est très dangereuse parce qu'elle parle du 7 octobre, mais elle l'amène dans une sorte de discours religieux étrange. Parce que maintenant, tout ce que tu dis contre eux sur le plan religieux sera utilisé comme de l'islamophobie. Donc, c'est une mise en scène pour qu'elle puisse le dire. C'était très beau car les gens ont pris le Coran et se tournent vers l'islam. Donc, si je dis quelque chose sur le 7 octobre, voici ce qui s'est vraiment passé. Les gens diront, mais la beauté du Coran et de la religion. Et c'est ainsi que nous continuons, puis il y a ce dangereux appel à rester ferme, à poursuivre la lutte. Ce sont des arguments étranges de personnes très, très radicalisées, de type communiste. C'est étrange, et pour les jeunes partout, ils disent simplement « Oui, je trouve vraiment ma voie vers l'islam ». Des Australiens de 20 ans prononcent leur shahada, portent des vêtements traditionnels et suivent tout un parcours. Ils partagent tout ça sur TikTok, litanie partout, sinon ça ne te dérangerait pas. Tu vois, écoute, les accents changent la vie des gens. Je n'arrête pas de le dire. Les jours me manquent, tous les femmes de Daesh partaient en Turquie puis revenaient en disant « J'ai fait une erreur ». Tu sais, c'est fou. Et comment oses-tu utiliser le 7 octobre comme une belle chose pour célébrer le son dans sa voix et le... Ils ont été inspirés, c'était inspirant pour eux, c'est une prophétie pour eux. Il y avait tout un article dans la Free Press, il y a 1 mois ou 2, sur les jeunes femmes blanches qui se convertissent à l'islam. Genre, Vouloir influencer sur les réseaux sociaux est absurde. oui, enfin, je veux dire, à Oxford Street, au Royaume-Uni, enfin, j'ai vécu à Londres pendant 9 ans, il y a des petites cabines de gens, et c'est le hijab, regarde comme il te va bien. Oui, tu te promènes, c'est une blague, du cosplay. Pendant ce temps, nous, En tant que Louis Chabad, on met la chose, n'est-ce pas? oui, pendant ce temps, des femmes se font tuer en Iran et ils pensent que c'est juste un jeu de déguisement. Bien sûr, absolument. Tu peux être en plein milieu de New York, même pas à Washington Square Park, juste en traversant la 14e rue d'Ouest en Est. Près du Whole Foods, tout le monde te parlera du Coran et de la beauté de l'islam. Et 2 secondes plus tard, tu vois des hommes noirs au hasard qui n'ont jamais rien fait pour eux-mêmes de leur vie, être maintenant mis en avant pour se sentir fiers de quelque chose. S'agenouiller et prononcer la shahada 2 secondes après, c'est incroyable à voir en direct. Et puis, tout à coup, il continue de parler de la difficulté d'être un homme noir en Amérique. Peu importe, mais la fraternité est toujours là pour toi, ce fait de se nommer, de s'appeler frère et sœur et de rejoindre la fraternité. C'est une mentalité de voyou. Eh bien, ça ressemble à une mentalité de secte très intelligente. Oui, Oui, et la communauté noire aux États-Unis existe depuis environ 60 ans. La nation de l'islam n'est pas vraiment l'islam, mais plutôt une secte qui reprend certains éléments islamiques. Oui, Eh bien, c'est clairement une vraie ordure. Et je me demande juste si cela va avoir un quelconque effet sur Tony Blair et le travail qu'il a essayé de faire. J'espère que non, il a fait tout ça. Écoutez, il est venu ici pour construire un État pour les Palestiniens, puis a sans doute compris que ce n'était pas possible. Ce n'est qu'une bande de voyous et il est parti. Qu'est-ce que cela va changer pour son avenir? je pense que c'était quelqu'un qui a la tête sur les épaules, n'est-ce pas? Il ne se fait pas d'illusions sur le Moyen-Orient. Avec les années et grâce à mon expérience en reportage, ils m'ont confié certains de leurs rapports publiés et des choses comme sur l'Iran, par exemple. J'ai écrit plusieurs fois sur des rapports qu'ils ont faits sur l'Iran et ils ne le font pas. Ils ne sont pas comme, vous savez, Tony Blair vient de la gauche modérée et ce n'est pas quelqu'un qui adhère à tout le discours anti-impérialiste de la gauche. Il est très lucide. Donc, vous savez, je ne suis peut-être pas d'accord avec toutes ses conclusions sur certains sujets, mais je pense que c'est l'un des bons. Je suis d'accord avec toi, je suis totalement d'accord avec toi, et c'est pour ça que je me sens mal que cela va avoir des conséquences. Des amis ont travaillé pour la Fondation Tony Blair, certains à Jérusalem-Est. Dommage que tout soit affecté par ce cinglé. D'accord, un salaud digne. Merci. Los Angeles Have. Cette semaine, j'ai affronté un salaud bien plus important, l'Ayatollah Khamenei, Oh, donc, l'un des plus grands, peut-être le plus grand actuellement. oui, Je parle de ces milliers de personnes tuées dans les rues juste pour vouloir leur liberté, tu vois. Et il est là depuis 1989, je crois, à opprimer des millions d'Iraniens. Et j'espère qu'il connaîtra bientôt sa fin. je l'espère.
Et en plus de tout le reste, les gens ne savent pas ça à son sujet, mais j'ai vu des vidéos vraiment effrayantes. C'est en fait un véritable pédophile. C'est un véritable pédophile. Des petites filles. Je viens de lire des rapports qui m'ont empêché de dormir 3 jours en découvrant qui est vraiment cet homme, son caractère. Bien sûr, pas son côté répressif. Et vous savez, dans les premiers jours, quand c'était les forces Baji, qui sont essentiellement comme les forces de police, dès qu'ils ont réalisé que leur régime était sérieusement menacé, il a fait intervenir l'armée, les gardiens de la Révolution, donc ça ne va devenir que plus sanglant si rien d'autre ne se passe, et je prie juste pour ça chaque nuit. En fait, je ne dors plus depuis le début de tout ça, et chaque nuit je prie pour m'endormir, pour me réveiller. Et on entend que l'Amérique a été attaquée, comme on l'a ressenti quand on était attaqué par l'Iran, de toute façon, clairement, le pire des salauds. Bien joué, Los Angeles. Shoshana, et toi? Oh, Megyn Kelly, Oh mon Dieu, de l'ayatollah à Megyn Kelly, qu'est-ce qui se passe, Georgiana? Mais elle le mérite. Oh mon Dieu, Megyn Kelly a franchi la ligne, elle est passée du côté obscur. oui, c'est vrai. Elle regarde sous la jupe de Candace Owen en la poursuivant dans l'escalade des théories du complot. Megyn Kelly, qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était une bonne idée? Regarde ce passage un instant. Et ce n'est que maintenant, Tucker, que j'ai commencé à me dire « Attends une minute ». Combien du récit que l'on entend aujourd'hui dans nos actualités m'a été servi sur un plateau par des gens qui sont ultra pro-Israël à tout prix, qui ne diront jamais la vérité sur Israël, quoi qu'il arrive, et qui te mettront à l'écart si tu ne fais pas pareil, qui choisiront leurs amis ou couperont les ponts selon ce critère. Et donc tout ça m'a poussé à tout réévaluer. En fait, je repars de zéro littéralement concernant Israël en ce moment. Jour après jour, j'observe de près qui ils sont et ce qu'ils font. Comment trouver des informations fiables sur la guerre à Gaza, auxquelles je puisse faire confiance? Parce que je sais bien que je subis de la propagande des deux côtés. Et comment vais-je me faire ma propre opinion? Même certains des récits que nous entendons, par exemple, je ne suis certainement pas une adepte des musulmans radicaux et je ne suis pas vraiment une grande admiratrice de l'islam. Je vais être honnête. Je ne partage pas ces principes politiques, mais j'ai de chers amis musulmans. Je me demande dans quelle mesure tous ces messages négatifs sur les musulmans, auxquels j'ai moi-même contribué, influencent réellement. Ne vous méprenez pas, je ne change pas d'avis sur le fait que, par exemple, ce n'est pas idéal d'avoir un islamiste à la tête de New York. Mais ce récit ne vient-il pas surtout de personnes farouchement pro-Israël qui veulent que je les déteste? Vous voyez? Tout cela, Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est une question légitime. Et je suis un peu en phase de recherche. oui, inanimé. En mode recherche. En résumé, j'attends la Qatari Megyn. Genre, mes yeux sont grands ouverts maintenant. Je suis déjà prête à entendre toutes tes théories du complot. Et Tucker dit tout en Israël, c'est tout Israël. Tucker affiche d'abord un air confus. Je te comprends. Il dit Où est-ce qu'elle veut en venir? C'est bien pour toi? Megyn dit j'en suis au point de départ pour Israël. Ma fille, tu as 55 ans, où étais-tu? Où est ton cerveau? Tout à coup, c'est un chèque en blanc. Tout à coup, tu te dis je ne sais pas combien on m'a donné tout cuit dans le bec, il va falloir que je découvre. Tu es vraiment une déception pour moi. Tu es une journaliste, une femme qui a une énorme plateforme et tu finis par devenir comme eux. adulte à New York, je crois, lors du 11 septembre, elle doit comprendre que ce discours anti-islam est de la propagande. Tout ça, tu sais, elle ne peut pas dire juif parce qu'elle est plus intelligente que ça, et elle ne peut même pas dire sioniste parce qu'elle a beaucoup de sionistes qui sont de son côté. Tu sais, les chrétiens en Amérique, alors elle dit Israël. Et combien il. C'est constamment cette mise à l'écart. Oh, Elle, c'est du muscle. elle l'est. Je pense qu'elle en paie le prix et a perdu beaucoup de son public. Bien. Bien. Et je l'admirais avant. Je pensais qu'elle était une femme courageuse. Elle disait la vérité. Je n'étais pas d'accord avec tout. Elle soutenait MeToo. Tu sais, moi, c'était quelqu'un à droite et moi, féministe. J'ai toujours admiré cela. Et maintenant, tout ça, c'est du passé. Plusieurs invités réguliers ont annoncé aujourd'hui qu'ils ne reviendraient plus dans son émission pour cette raison. Non, je te le dis, c'est ça. Elle perd pied. Son émission va sombrer dans l'oubli, ou c'est déjà le cas. Le Qatar va lui faire un gros chèque, comme pour Tucker. Le Nil est un fleuve en Égypte. Je suis désolée parce que tu peux le voir arriver. C'est la même chose qui est arrivée à Candace. Tu peux le voir arriver. Et c'est juste un rappel parfait de comment il y a
Quel est le terme? Comment l'antisémitisme change de forme d'une certaine manière et tu n'as pas besoin de l'avoir spécifiquement. Porte-le avec fierté. Mais tu peux commencer à voir comment ça s'infiltre, comme une maladie qui devient rouge. Et tout finit par tourner autour de ça. Le truc, c'est que Candace Owens a toujours été folle. Tu lis les portraits sur elle, c'est toujours pareil. Mais elle n'était pas radicale politiquement. Mais elle était genre toujours très paranoïaque. Elle avait un visage très paranoïaque. Oui, mais tu regardes aussi Tucker Carlson, c'était un Tucker sérieux. Crossman, Megyn Kelly étaient tous les deux assez sérieux. Parfois, ils faisaient des choses un peu bêtes à la télé câblée, mais ils proposaient aussi de vraies analyses, Tucker compris. C'est arrivé petit à petit depuis, je pense que Trump a perdu l'élection de 2020, il a perdu la tête avec le temps. Mais avec Megyn Kelly, ça s'est passé en si peu de temps qu'on pouvait vraiment la voir perdre pied. C'est complètement fou. C'est dingue à regarder. C'est presque effrayant et c'est juste que, tu sais, je ne sais pas pour les allégations d'argent qatari. Comme pour Tucker, il y a peu de traces écrites. On découvrira peut-être quelque chose sur Megyn, mais il paraît évident qu'elle se compromet d'une façon ou d'une autre. Peut-être que c'est juste pour les vues ou peut-être qu'elle est payée par quelqu'un. Eh bien, on a pu voir la descente aux enfers et puis je pense que Ben Shapiro l'a poussée à bout parce qu'il l'a dénoncée. Il a été courageux et il est allé lui dire, tu sais, tu es une lâche et maintenant elle est passée de lâche à complètement anti, c'est ce qui s'est passé. Elle est pathétique. C'est vraiment triste. Je n'arrive même pas à... Pendant tellement de semaines, j'ai voulu dire quelque chose et là, je me suis dit, laisse tomber, je ne peux pas. Tu sais, j'ai vu quelque chose d'intéressant. J'ai vu des analyses intéressantes sur la nature de l'antisémitisme. Et c'est presque comme tu dis, c'est presque comme si ça devenait obsédant pour l'antisémite. C'est tout ce qu'ils voient, c'est comme leur moment de révélation, mais tout ce qu'ils voient, ce sont des sionistes et des juifs. Et c'est vraiment un. C'est une maladie qui repose sur des théories du complot concernant les juifs. Et on la voit partout, et c'est ce qui arrive à ces personnes. Moi, Tucker est bien plus pragmatique. Pour lui, c'est surtout une question d'argent. Mais je pense qu'elle tombe dans ce genre de théorie du complot à la Google, une sorte de discours antisémite, et elle voit des Juifs partout. C'est vraiment triste de voir sa carrière s'effondrer. J'ai l'impression que le monde est plus dur avec les femmes et que c'est la raison. Et d'une certaine manière, il s'en sort parce qu'il est ami avec James David Vance et tous ces bons gars. Et le monde est plus dur avec les femmes. Et elle va sombrer dans l'insignifiance. Tucker était à la Maison-Blanche cette semaine. Je sais, c'est dégoûtant. Et c'est comme un grand mystère. Qui l'a invité? Parce qu'apparemment, ce n'était pas le cas. Il est arrivé avec James David Vance, apparemment parce que son fils travaille, le fils de Tucker travaille pour James David Vance. Donc, il a en quelque sorte un passe-droit, il a quelqu'un à l'intérieur. Et beaucoup de gens se demandaient, n'est-ce pas hypocrite, qu'il ait critiqué Trump pour avoir attaqué le Venezuela? Et en même temps, il est invité au débat sur l'avenir de l'énergie au Venezuela. C'est comme... Ce n'est pas un idiot, n'est-ce pas? Il est là, ils l'ont laissé entrer dans la salle, ils ne l'ont pas expulsé, donc il va rester, il va écouter. Il est essentiel d'avoir des personnes qui te rendent responsable. Et ce que je pense avoir vu se produire, nous l'avons aussi vu se produire, surtout pendant le COVID, quand tout le monde était confiné. Tout ce que les gens faisaient, c'était faire défiler. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avant ça? Tu pouvais tomber dans un terrier de lapin, mais peut-être pas entre 9 et 17 heures. Tu as des responsabilités, tu dois agir, élever des enfants, étudier. Soudain, le monde s'est arrêté, l'esprit des gens a basculé et quelque chose a changé. Parce qu'on tombe dans des terriers de lapins, puis on voit d'autres personnes et on trouve sa tribu sur les réseaux sociaux. Tout à coup, ça s'est répandu parce que les gens n'étaient pas prêts à vraiment réfléchir. Ils n'étaient pas prêts à vraiment dire « Mais attends, laisse-moi regarder ce qui s'est passé ici. Peut-être que je devrais demander ce qui s'est passé ici. » J'ai grandi avec cette curiosité en moi. Tu allais faire des recherches, tu allais lire des livres. Mais maintenant, c'est l'inverse. Une fois dans un terrier, ton algorithme ne te montre plus que ça, tu vis là-dedans. Comment ils appellent ça? Oui, mais dans cette bulle, dans ce vortex où tout empire de plus en plus, je veux dire, c'est horrible, mon salaud. Cette semaine, c'est aussi très général et ce sont tous les guerriers pour la Palestine libre. Où êtes-vous maintenant? Vous devriez être des guerriers de la justice sociale et des militants des droits de l'homme. Les gens à Hollywood dont nous avons parlé, les Cenk Uygur, les anarchistes spariens, toutes ces personnes en ce moment, au lieu de soutenir les innocents, les braves gens d'Iran contre un régime répressif,
Vous propagez en réalité des théories du complot, que tout cela concerne Israël et l'Amérique et les intérêts pétroliers, et que vous ignorez complètement le peuple iranien, même ceux qui vivent dans vos pays. Ils vous disent en face qu'ils veulent la libération, qu'ils veulent la liberté, que cela ne concerne rien d'autre, qu'ils ont leur propre volonté, qu'ils ont la capacité de savoir ce qu'ils veulent. Et silence total, pas de manifestations sur les campus universitaires, pas de manifestations nulle part, personne n'en parle, personne n'exprime la moindre solidarité avec le peuple iranien. Ils sont vraiment répugnants et maintenant, les masques sont tombés parce que maintenant, nous savons qui vous êtes et nous le savons très bien. Il ne s'est jamais agi des Gazaouis, il ne s'est jamais agi des Palestiniens, c'était juste à propos des Juifs. Et quand il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de nouvelles et il n'y a rien à défendre. Et donc, vous avez maintenant été complètement démasqués comme les hypocrites et les personnes superficielles que vous êtes, qui ne se soucient en réalité de rien de tout cela. Ce sont mes ordures de la semaine, notre brigade de Palestine. Des hypocrites absolus, absolument. Non seulement ils ne sont pas là, mais quand il y a des gens dans les rues en Grande-Bretagne, surtout à Londres, qui appellent à la chute du régime, les pro-palestiniens se battent avec les personnes pro-iraniennes. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Oui, ce sont ces femmes blanches libérales. N'est-ce pas? Oui, j'ai vu cette vidéo. Littéralement, un homme blanc avec des dreadlocks à Chicago ou à Détroit ou quelque chose comme ça qui disait « Liber, papa ». Et je me disais « Mais il soutient Maduro, tu sais ». Le même gars qui manifestait à la marche No Kings il y a un mois, sauf pas de roi, juste des narcoterroristes comme Nicolas Maduro. C'est juste, je veux dire, juste l'hypocrisie. Je pense juste que ça a été exposé au grand jour. Genre, on te voit maintenant, on t'a toujours vu, mais le monde ne te voyait pas et maintenant tout le monde peut te voir. Je veux dire, tu ne peux pas forcer ça. Purifions nos âmes pour de bonnes ondes. Parlons de nos héros de la semaine. Charchana, qui est ton héros cette semaine? Mes héroïnes cette semaine sont les femmes d'Iran. Oui. Les femmes d'Iran, vous êtes mes héroïnes. À chaque vidéo de vous dansant dans la rue, comme celle où l'une faisait des saltos arrière à répétition. Je me sens presque étourdie rien qu'en la regardant, mais il y a des gens alignés dans les rues de chaque côté et on voit vraiment la passion, le courage et le désir de liberté. Et chaque fois qu'une femme bouge publiquement dans la rue, danse ou enlève son hijab, elle risque, comme nous l'avons déjà dit, de défier la mort. Et je pense que les personnes qui n'ont jamais connu ce que cela signifie vraiment de vivre sous un régime répressif où la liberté équivaut à une condamnation à mort ne peuvent pas comprendre. Si vous essayez de l'apprendre, ils ne comprennent pas ce que cela signifie pour quelqu'un d'aller dans la rue, de découvrir sa tête ou de danser en public. Et vous êtes mes héroïnes. Je vous souhaite la liberté, je vous souhaite vraiment juste le vent dans les cheveux et que toutes les possibilités s'offrent à vous pour que vous puissiez choisir. Amen. Et je pense que c'est très significatif que c'est une révolution féminine. On a essayé la vie et le mouvement Femmes Liberté, mais il a malheureusement échoué. C'est vraiment, je veux dire, cela fait des années que je le dis, comme beaucoup d'entre nous, là, qu'il y a un holocauste féminin en Iran et en Afghanistan, et ces femmes en sont les meneuses. Oui? Qu'est-ce qui va se passer? Que penses-tu de cette photo incroyable où la femme allume sa cigarette sur l'image brûlante de Khomeini? Je l'adore, papa. Je l'adore. En fait, elle appelle... Il y a un vrai droit. C'est un dessin basé sur une vraie photo. J'ai envie de reprendre une cigarette juste pour ça. Refaisons-le, pas toi, mais nous allons le faire. Oui, absolument, ces femmes sont des héroïnes. Et tu sais quoi? J'aimerais vraiment que ces hypocrites de Code Pink et toutes ces Karen libérales s'en aillent simplement. Elles ne tiendraient pas 2 heures dans ces régimes. Elles ne tiendraient pas 2 heures. J'espère que les jeunes femmes regarderont cela et qu'un jour, même lorsque ce sera de l'histoire ancienne, comme un rappel de la puissance des femmes lorsqu'elles sont à l'avant-garde pour réellement changer l'histoire. Amen, absolument. Amen. J'espère sincèrement que, quel que soit le gouvernement issu de tout cela, ils commenceront avec 50 femmes, si Dieu le veut. Amen, absolument. Nous devrions faire pareil. Le changement au Moyen-Orient. Oui, bel ami, qui est ton héros?
Mon héroïne est notre chère Jay, qui s'appelle Yona, une personne transgenre à Hollywood. Une écrivaine, réalisatrice, productrice, musicienne qui a soutenu Israël et le peuple juif. C'est déjà assez difficile d'être une femme. Tu l'as dit, être transgenre est déjà difficile. Et en plus, ne fais pas ça. Sois à Hollywood et défends vraiment ce qui est vrai et demande vraiment des comptes avec fierté. Comme nous le savons, cela va changer la trajectoire de sa carrière. Parce que Hollywood adore fermer des portes à ceux qui réclament vraiment de la clarté morale et une colonne vertébrale de fer. Donc pour moi, tout mon respect pour toi. Merci beaucoup d'avoir eu le courage moral et l'intégrité de défendre tes convictions, comme disent les jeunes aujourd'hui, et que tu puisses littéralement t'élever dans la vérité et inspirer les autres à faire de même. Tu sais, il y a une chose formidable qui se passe à Hollywood en ce moment que je trouve extrêmement encourageante, c'est que Stranger Things a été la série télé numéro 1. Même si elle compte 2 militants juifs sionistes ouvertement déclarés, Qui se soucie de savoir qui est venu après le 7 octobre? l'un d'eux l'a fait, oui, et des gens appelaient au boycott. Et tu vois, sur Internet, les gens sont particulièrement méchants avec Noah. J'ai oublié son nom de famille, mais Noah Schnapp est l'un des adolescents principaux de la série et les gens sont très méchants avec lui. Brett Gelman, humoriste d'une 50aine d'années et acteur de la série, ne changera sans doute pas d'avis. Il est venu en Israël et est passé sur Eretz. Ned Derek est aussi venu dans notre émission. Oui. Oui, oh oui, c'est encourageant. Jennifer Lawrence a commencé à parler du massacre à Gaza il y a 3 semaines et a fait une déclaration la semaine dernière. Oh, vous savez, nos opinions à Hollywood n'affectent pas le public, alors taisez-vous ou excusez-vous pour les propos diffamatoires que vous avez tenus sur notre pays. Elle a dit quelque chose d'intéressant dans la vidéo que je vais vous envoyer. Elle évoquait le massacre et le génocide. Et le clip suivant, c'était elle dans Hunger Games avec la chanson Are You, Are You? En tant que femme, en regardant ça, je me suis dit, tu dois être vraiment stupide parce que pourquoi tu n'es pas restée dans ton personnage à ce moment-là, toi qui as vu Hunger Games et tout le reste? Et la rhétorique que les gens ne cessent de se renvoyer en disant que tu devrais demander aux gens de se libérer eux-mêmes. Tu devrais chercher ce qu'est la vérité au lieu de dire qu'il y a un génocide. Où est-il? C'est plus scénarisé que ce qui se passe réellement. Tu lui accordes trop de crédit, ma chérie, vraiment. Ces gens sont vraiment superficiels. La Have, qui est ton héros cette semaine, Mon héroïne cette semaine est Maria Corina Machado, la chef de l'opposition au Venezuela, qui bien sûr a dû fuir le Venezuela il y a quelques mois quand elle a reçu le prix Nobel de la paix. Malheureusement, l'administration Trump la sous-estime. Il ne pense pas qu'elle a les compétences pour diriger le pays. Mais d'un autre côté, sa candidate a remporté la grande majorité des voix l'année dernière, et donc sa candidate, dont le nom est González, si je me souviens bien, est la présidente légitime du Venezuela, et il devrait diriger le pays. Je comprends les défis, mais la rejeter directement était une erreur, et je veux la valoriser ici. je pense que tu as raison et je dis toujours cela, les femmes sont toujours sous-estimées en politique. C'est juste une de ces choses, on est toujours sous-estimés en politique, ce qui d'une certaine manière nous donne un certain avantage de surprise. Mais dans son cas, j'ai été très triste quand j'ai entendu Trump dire qu'elle n'a pas le soutien militaire. Elle l'aurait. Si tu lui donnais le soutien, elle aurait une armée. Les Vénézuéliens sont tellement désespérés, ils sont tellement démunis. Comme s'ils avaient... En moyenne, ils ont perdu 20 kilos en 10 ans. Ils manquent de nourriture, de papier toilette, de produits d'hygiène féminine et de médicaments. Comme si quelqu'un devait juste apporter un peu de bon sens. Bien sûr, et quelques ressources. Ironiquement, ce pays riche en pétrole profite seulement aux oligarques. Apporter quelques investissements? Exactement, mais nous pourrions le faire. Écoute, je renforce. Je pense qu'elle est une personne vraiment impressionnante et je pense qu'elle peut clairement diriger le pays et qu'elle devrait diriger le pays. Et toi, quoi? Il y a quelques mois, beaucoup disaient cela de Reza Pahlavi, mais plus maintenant. Donc il y a peut-être une évolution ici, mais elle est sans aucun doute une héroïne digne et lauréate du prix Nobel. D'accord, mon héroïne est une autre femme, c'est le thème. Mazi Ali Najad a été l'une des militantes les plus farouches contre le régime islamique depuis des années. Oui. Depuis des années, avant que ce soit populaire. Ils ont essayé de la tuer. Ils ont essayé de la tuer 3 fois sur le sol américain. Ils ont essayé de la tuer 3 fois sur le sol américain.
Et elle a dû affronter hier sur Piers Morgan cet abruti moralement en faillite. Anna Kasparian lui disant à cette femme qui a dû fuir son propre pays parce que ses cheveux étaient trop bouclés, qu'ils ne rentraient pas dans le hijab, elle lui disait que non, elles n'avaient pas vraiment besoin d'être libérées des ayatollahs parce que c'était un complot des États-Unis et d'Israël. Et voici comment cette héroïne incroyable a répondu à cet idiot. Anna, Kasparian, vous dites que le peuple iranien ne veut pas d'un changement de régime imposé par l'administration Trump ou par le réseau du Premier ministre, qui a dit que les Iraniens en ont pris plein la figure. Depuis 2009, il y a eu 6 soulèvements majeurs et ils ont clairement montré que c'est le peuple iranien qui veut changer de régime. Et ensuite, vous dites qu'il s'agit d'un régime extérieur en accusant les Iraniens d'être dirigés par le Premier ministre Netanyahou et le président Trump, en les accusant de promouvoir un changement de régime extérieur. En fait, vous donnez une excuse au régime iranien pour massacrer les Iraniens, pour tuer des manifestants innocents et non armés. C'est ce que vous faites. J'ai ressenti sa douleur. Vous savez, elle fait face à cet idiot privilégié qui travaille pour un réseau d'idiots privilégiés, les jeunes Turcs. Elle est arménienne. Elle travaille pour les jeunes Turcs. Elle travaille pour les jeunes Turcs pour rappeler à tout le monde que les Turcs ont massacré et commis un génocide contre les Arméniens. Mais ça n'a pas d'importance parce que, vous savez, elle n'est pas capable de faire le lien. Et elle a le culot d'affronter cette héroïne qui fait ça depuis 20 ans, qui fait face, vous savez, à un contrat sur sa tête pour la tuer et qui lui dit que ce n'est pas vraiment eux qui veulent la libération. Vous savez, il y a cette idée marxiste, je crois que ça vient de Lénine spécifiquement. Il faut se demander à qui profite chaque action et analyser les choses ainsi. On le constate clairement aujourd'hui. Quand vous avez quelqu'un comme Anna Kasparian qui profite de la démocratie libérale chaque jour, mais qui ne veut pas que le peuple iranien en bénéficie, parce que cela pourrait ramener Trump et Netanyahou au pouvoir. Vous savez, vous voyez comment ce poison du marxisme, vous savez, a infecté le cerveau des gens. Ça a tellement infecté le cerveau des gens qu'ils sont comme des zombies. Et cette femme est une héroïne pour moi depuis de très nombreuses années. Elle a été l'activiste la plus engagée pendant de nombreuses années, Masih Alinejad. Nous espérons que tu retourneras dans ton pays et deviendras présidente, car nous te soutiendrons. C'est mon héroïne de la semaine. Merci beaucoup, mesdames. Nous prions chaque semaine dans cette émission depuis le début. Nous approchons de la 100e, ayant commencé peu après le 7 octobre. Nous prions pour le retour du dernier otage à Gaza, Ran Grilly. Nous prions pour la chute de ce régime très toxique, répressif et meurtrier de la République islamique d'Iran et nous prions pour la paix et la stabilité dans cette région. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.